Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série pour un numéro spécial aujourd'hui car j'ai la chance de recevoir Cécile Violin. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors je dis numéro spécial Cécile parce qu'aujourd'hui on va s'intéresser non pas à une série en particulier mais à une émission thématique sur les accents dans les séries. Alors vous allez nous dire pourquoi faire cette émission après, mais avant cela je vais vous présenter pour le grand public qui nous écoute. Donc Cécile Violin, vous êtes maîtresse de conférences en linguistique anglaise à l'université Paris-Nanterre et rattachée au laboratoire CREA, donc Centre de recherche anglophone. Vous êtes docteur de sociophonologie de l'université Toulouse Jean Jaurès, un doctorat qui a été mené dans le cadre du programme de recherche PAC, phonologie de l'anglais contemporain. On a mis l'adresse du site internet sur notre page de l'émission dans le site histoireensérie.com et donc vous co-dirigez depuis 2016 ce programme. Donc ce programme, il a pour ambition de documenter la réalité de l'anglais tel qu'il est parlé à travers le monde, à savoir ses dimensions phonétiques, sociales et stylistiques notamment, grâce à des corpus oraux, c'est-à-dire des enregistrements authentiques de locuteurs natifs des diverses variétés de l'anglais, donc écossais, américain, irlandais, ainsi de suite. Cécile Violin, vous vous intéressez aussi tout particulièrement aux variétés de l'hémisphère sud et par exemple à l'évolution de l'anglais en Nouvelle-Zélande et en Australie, mais également aux enjeux des représentations et des perceptions des accents dans les séries télévisées et au cinéma. Et c'est à ce titre que je vous ai invité aujourd'hui. Vous avez co-édité en 2020 l'ouvrage, alors vous m'excuserez, chers auditeurs et auditrices, pour l'accent, Cécile dirait mieux que moi, The Corpus Phonology of English, Multifocal Analysis of Variation en 2020 aux presses universitaires de l'Université d'Édimbourg. Et puis, avec votre collègue Hugo Châtelier, vous avez écrit un article Game of Phones, The Phonology of the Northern, the Southern and the Foreign in Game of Thrones, qui est paru dans la revue, l'excellente revue dont on est partenaire TV Série, le numéro 18. Là aussi, on vous renvoie vers le site de cette excellente revue gratuite en ligne. Voilà, alors Cécile, vous m'excuserez pour mon accent. Et on va peut-être commencer cette émission par, vous allez nous dire vraiment pourquoi vous avez eu cette envie de faire une émission thématique sur les accents dans les séries en général, peut-être plutôt qu'un épisode centré sur une série en particulier. Alors ça viendra peut-être et on pourra l'insérer d'ailleurs dans l'excellente série qu'on a faite sur Game of Thrones parce qu'on n'a pas parlé des accents dedans, donc peut-être que je vous réinviterai si vous êtes d'accord à ce titre-là, parce que vous avez déjà publié dessus. Alors pourquoi une émission sur les accents en général, Cécile ? Merci déjà pour cette présentation et vous êtes tout pardonné, il n'y a pas de problème. Alors d'abord un petit mot justement suite à cette présentation, voilà, pour bien insister sur le fait que je ne suis pas spécialiste justement des séries télé au départ, je suis vraiment consommatrice comme beaucoup de gens, mais pas spécialiste puisque mon champ d'expertise, comme vous l'avez dit, c'est la phonologie de l'anglais et donc les accents en particulier anglophones. Donc, du coup, là, ce que je présente aujourd'hui, c'est une petite partie finalement de ma recherche, c'est plutôt une partie récente de ce à quoi je m'intéresse. Et l'idée, en fait, c'est que c'est quelque chose qui intéresse très souvent mes étudiants. Et donc, comme je le dis souvent à mes étudiants, ce que je trouve intéressant, c'est de voir comment l'expertise qu'on peut avoir dans un domaine donné, donc en l'occurrence, moi, la phonologie, peut informer la manière dont on regarde et on consomme un objet qui apparemment n'est pas scientifique, comme les séries télé, mais ô combien chargé idéologiquement et symboliquement, je vais y revenir. Et donc, comment on articule les concepts clés d'une discipline comme la phonologie avec les enjeux propres à un objet de consommation de masse comme les séries télé. Donc, pour, entre guillemets, lire entre les lignes et y voir des choses qui sont évidemment pas dites explicitement. Et puis, l'idée d'un numéro thématique, c'est aussi que c'est assez peu étudié, finalement, les accents dans les séries. Alors,
ça peut paraître bizarre de dire ça parce qu'il y a beaucoup de publications, de commentaires, etc. sur les accents dans les séries, mais il y a peu d'approches scientifiques, c'est-à-dire vraiment phonético-phonologiques sérieuses, quoi, hein, qui ne soient pas impressionnistes, entre guillemets, de ce qui se passe justement dans les séries. Il y a des approches linguistiques au sens large, là aussi j'y reviendrai, mais qui sont souvent pas centrées sur les accents, justement, sur leurs caractéristiques, leurs perceptions, leurs conséquences. Donc, c'est vraiment ça que j'aimerais faire aujourd'hui, tout simplement. Donc, montrer un petit peu l'angle de vue que je peux avoir sur ces séries télé et finalement ne pas rester seule dans ma déformation professionnelle, en quelque sorte, et montrer comment les séries, elles peuvent m'interpeller, même dans des moments initialement de détente, hein, c'est-à-dire quand je regarde Netflix, tout simplement. Et pour moi, voilà, c'est un peu ça aussi la recherche, hein, c'est un peu s'intéresser à des objets ou dans des moments un petit peu inattendus, mais qui montrent la productivité, hein, des grilles de lecture qu'on peut avoir grâce aux connaissances qu'on a acquises dans un domaine précis. Et puis la deuxième vraie justification, quoi, pour cet épisode thématique, c'est aussi qu'avec l'avènement des plateformes justement, voilà, comme Netflix, Amazon Prime, OCS, etc., on a vraiment collectivement un large accès aux séries télé du monde entier, et ce en version originale sous-titrée. Ce qui n'était pas du tout le cas quand moi j'étais jeune, hein, dans les années 90. Tout était en version doublée. Et d'ailleurs, j'ai un ami avec qui j'en parlais très récemment qui me soulignait l'idée que dans les versions doublées, on perd très souvent en fait, les accents qui sont présents dans la version originale des séries. Et il me donnait un exemple qu'il avait marqué là récemment, c'était Big Bang Theory. Donc dans une série dans laquelle il y a un personnage qui est indien, hein, qui vient d'Inde, et qui donc dans la version originale a un accent, son accent, hein, naturel, qui a un accent indien, et cet accent disparaît complètement dans la version doublée. Donc voilà, il y a un peu cette idée qu'avec cet accès à la version originale sous-titrée plus grand, il y a une exposition plus grande, hein, des gens à la voix originale et donc aux accents, notamment de l'anglais, tels qu'ils sont joués et utilisés par les acteurs et les actrices. Donc voilà, c'est aussi là-dessus que j'aimerais revenir, puisqu'il y a une connaissance plus large des gens ou en tout cas une exposition plus large des gens à ces voix. Et puis, ce sera aussi l'occasion de faire un parallèle entre la France, ce qui se passe en France au niveau des séries télé, et dans le monde anglophone. Donc pour moi, voilà, il y avait vraiment des enjeux qui allaient au-delà d'une seule série, même si, comme vous l'avez mentionné, je reviendrai sur Game of Thrones, en écho à votre épisode de mars 2020. Et l'idée, voilà, c'était vraiment que tout le monde fait l'expérience des accents dans le contenu audiovisuel, et notamment dans les séries TV. Tout le monde a des impressions, des attitudes par rapport aux accents, c'est normal, mais tout le monde n'a pas forcément conscience de pourquoi on a telle réaction, comment ces réactions sont utilisées et quelles conséquences ces attitudes peuvent avoir. Voilà, comment elles participent par exemple de certains stéréotypes et donc comment fondamentalement leur contenu est idéologique et symbolique. Donc voilà, j'espère attiser la curiosité, développer la prise de conscience, hein, en me référant à de multiples séries, parce que voilà, moi, ce que je note souvent, c'est que quand on n'a jamais entendu parler de quelque chose, on passe complètement à côté. Et puis, il suffit que quelqu'un le mentionne une fois et on se rend compte qu'au quotidien, on entend des choses et on voit un peu partout, finalement, la chose qu'on n'avait jamais relevée avant. Donc, c'est vraiment ce que je recherche avec ce numéro thématique. Et voilà, en gardant à l'esprit qu'on est tous sociolinguistes, en fait, mais que la plupart d'entre nous s'ignorent. Alors justement, Cécile, ma première question, ça serait ça, parce que tout le monde pense peut-être connaître une définition précise de ce qu'est un accent, mais j'aimerais avoir votre avis, vous, en tant que, vous l'avez dit, sociolinguiste, et que vous nous disiez véritablement qu'est-ce qu'on entend par ce mot-là et qu'est-ce qui se cache derrière, à travers les séries, bien sûr. Oui, alors en effet, hein, commençons par le début, donc en définissant bien
notre objet. Alors, d'abord, j'aimerais vraiment souligner qu'au niveau linguistique, puisque vous l'avez dit dans les podcasts que vous avez pu faire jusqu'à maintenant, il n'y a pas forcément eu d'angle pris sur la langue dans les séries. En fait, il y a de nombreux enjeux linguistiques dans les séries, et ce, à 3 niveaux. Donc, au niveau large des langues en tant que telles, au niveau de ce qu'on appelle les dialectes, et ensuite au niveau de ce qu'on appelle justement les accents. Alors, je vais commencer justement par les langues, je passerai ensuite aux dialectes, et puis je finirai sur les accents qui, donc, comme vous l'avez compris, sont vraiment ma priorité, mon objet d'étude. Donc, en termes de langue, d'abord, plusieurs petites notions qui me semblent intéressantes, c'est que déjà, dans pas mal de séries, on a des langues en fait fictionnelles, c'est-à-dire des langues qui n'existent pas dans la vraie vie. Si on prend l'exemple de Game of Thrones, déjà, on en a 2. On a le fameux Dothraki, et puis on a le Haut-Valyrien, parlé notamment par Daenerys. Si on pense à des séries même plus anciennes, on a le Klingon, par exemple, dans Star Trek, etc. Donc voilà, déjà, linguistiquement, les séries peuvent permettre de développer, en fait, de donner vie à des langues qui n'existent pas réellement. Et puis, un autre enjeu qui est intéressant aussi pour les linguistes au sens large, c'est que grâce à des séries, on a des langues mortes ou historiques qui revivent. Et donc, c'est le cas, par exemple, dans la série Viking, où on a donc ce qu'on appelle le Old Norse, donc qui correspond au vieux norrois, qui renvoie aux origines germaniques de l'anglais. En fait, qui est utilisé dans cette série et qui donc montre un petit peu ce qu'on peut faire en linguistique historique, c'est-à-dire quand on revient à la prononciation ancienne d'un stade ancien d'une langue comme l'anglais. Et ce qui est intéressant, c'est que des spécialistes comme moi, en fait, ont pu être consultés sur ce genre de série. Donc, par exemple, Erika Sigurdsson de l'Université d'Islande, elle est spécialiste du vieux norrois, et c'est elle qui a traduit des parties du script pour la série, en fait. Et de la même manière, le docteur Kate Wiles de l'université de Leeds en Angleterre a également traduit certaines parties du script en vieil anglais, donc un autre stade de l'évolution de l'anglais, pour les personnages anglo-saxons. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le dialect coach, ce qu'on appelle sur la série, donc Paul Moussoulides, dans une interview, il a dit que justement, il faisait appel à des spécialistes de la linguistique historique pour être sûr d'atteindre l'authenticité, to make sure we're authentic, je cite donc son interview. Et donc, comme il y avait cette notion que le vieux norrois était proche du vieil islandais, c'est comme ça qu'ils ont fait appel, en fait, à ces spécialistes, à cette spécialiste, en l'occurrence islandaise. Et de la même façon, donc il y a des personnages qui renvoient à d'anciens stades de la langue du français, et donc notamment au bas francique. Et de la même manière, ils ont utilisé des anciens poèmes et des psaumes, etc., pour faire revivre une langue qui n'avait pas été entendue, en fait, depuis des siècles. Donc déjà, c'est intéressant de voir comment les séries peuvent participer à faire revivre des langues comme ça. Voilà, mais bon, je ne vais pas trop discuter de ça ici, peut-être on fera un autre épisode thématique justement là-dessus. Toujours en termes de langue, il y a aussi cet enjeu intéressant de la place particulière de l'anglais. Et donc là, ça me touche directement puisque je suis spécialiste de cette langue-là. On a un phénomène que un chercheur, Bleckenbacher, a appelé le phénomène de linguistic replacement, donc de remplacement linguistique, qui fait que l'anglais est souvent utilisé comme langue commune ou vernaculaire dans des séries où clairement on se doute que l'anglais n'était pas la langue parlée à ce moment-là. Donc je pense à une série par exemple comme Rome, donc qui nous renvoie évidemment à la Rome antique. On se doute, on sait que les personnages n'auraient clairement pas parlé anglais, mais pour autant l'anglais est la langue utilisée. C'est une convention comme on peut en avoir au théâtre, finalement. Une convention qui pour moi correspond un petit peu à l'expression de Coleridge, le willing suspension of disbelief, donc cette suspension consentie de l'incrédulité, où
c'est admis que l'anglais va pouvoir être utilisé dans ces contextes-là, alors que, au départ, en termes de pertinence, on se dit ce n'était pas forcément pertinent d'utiliser cette langue. Et c'est là où je fais ma transition, du coup, avec les notions de dialecte et d'accent. C'est qu'en utilisant une langue bien vivante et bien actuelle comme l'anglais, dans ce genre de contexte qui est séparé finalement historiquement, finalement on va pouvoir y mettre des choses. Il y a des choses qui vont pouvoir se manifester linguistiquement avec l'utilisation de l'anglais, qui vont pouvoir faire tilt en fait dans la tête du téléspectateur. Et donc par exemple transposer sur la romantique, la réalité linguistique du Royaume-Uni par exemple, ça va permettre d'indiquer des choses en termes d'origine géographique, sociale, etc. Alors j'y reviendrai plus en détail par la suite. Mais d'abord, je voudrais juste donc finir ces considérations en termes de langue. Le troisième point qui me semble vraiment important quand on aborde la langue dans les séries, c'est de bien visualiser que dans les séries, on est dans une langue qu'on appelle une langue scriptée et qui est donc différente de la langue authentique, naturelle, spontanée. Donc, faut bien voir que c'est vraiment un langage planifié, pensé et joué dans un but de communication précis, donc en l'occurrence au service d'une histoire, et qui est incarné, donc qui ne reste pas sur la page au final. Alors, Piazza, en 2011, a appelé ça le langage télécinématique, le telesematic language. Et donc, sa particularité, une définition proposée, c'est « the speaking of what is written to be spoken as if not written ». Donc, ce qu'on peut traduire par le parler de ce qui est écrit pour être parlé comme si ce n'était pas écrit. Donc, on voit bien que là, il y a déjà un défi, ne serait-ce pour moi en tant que phonologue, parce que là, on a une parole on a une langue dans les séries télé qui est finalement sur un continuum entre écrit et parlé, entre scriptural et oral. Et donc, tout à l'heure, quand vous m'avez présenté, vous avez bien mentionné que moi, je travaille sur des données authentiques, orales authentiques. Et ici, finalement, on est dans une parole fondamentalement, au départ, inauthentique parce que pensée à l'avance et scriptée. Donc voilà, ça, c'est aussi ce qui fait la dimension, vraiment un peu le défi de l'étude de la langue dans les séries. Alors maintenant, justement, pour revenir aux deux dimensions, donc celle de dialecte et celle d'accent, alors en fait, il faut bien distinguer ces deux notions et ça a un lien avec cette dimension scriptée de la langue dans les séries. Alors il y a un petit souci parce qu'on utilise beaucoup maintenant, le titre de dialect coach est assez connu, il est très populaire, même si c'est que depuis une vingtaine d'années. Il induit un peu en erreur, à mon avis, parce que le dialecte, c'est ce qui correspond aux caractéristiques linguistiques qui sont autres, justement, que la prononciation. Donc, tout ce qui va être le choix du vocabulaire, les registres de langue, la syntaxe, la grammaire. Tandis que l'accent, au sens pur du terme, entre guillemets, c'est ce qui correspond justement précisément à la voix et à la prononciation. Donc, tout ce qui est caractéristique vraiment phonologique et phonétique. Or, l'idée, c'est que quand on a un script, tout ce qui est dialectal, justement, au niveau du vocabulaire, le choix des mots, de la syntaxe, du ruxif, est déjà présent. Donc, finalement, un dialect coach, au final, il est beaucoup plus présent pour tout ce qui est mise en voix, mise en son, et donc pour la dimension accentuelle, phonologique, phonétique. Il n'y a qu'à voir, par exemple, les vidéos d'un dialect coach qui est assez connu sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Eric Senga, et qui, en fait, avec ses vidéos, montre qu'il a tout un background, finalement, justement, en phonologie, en phonétique acoustique, afin de pouvoir comparer les accents, former les acteurs avec qui il travaille à vraiment utiliser les variantes, les traits, les marqueurs qui vont être spécifiques à un accent donné. Donc, ce qui est intéressant, c'est que autant dans la construction du script, le dialecte vient d'abord et puis la voix
ensuite, autant dans la performance des acteurs et donc dans ce qu'on reçoit des séries au final, les deux sont intrinsèquement liés. Et d'ailleurs, quand l'accent est vécu comme un ajout, c'est généralement parce que la performance n'est pas très bonne. Donc voilà, il y a vraiment cette dimension qu'en tant que consommateur de séries, on va vraiment recevoir l'accent et le percevoir, l'évaluer comme constituant une performance crédible, authentique, etc., ou au contraire comme quelque chose de ridicule, de déraciné, de grotesque. Donc, au niveau de la langue, ce qui est aussi particulier dans les séries, c'est que comme on est réunis en tant que spectateur pour regarder une série, il y a vraiment une attente sur cette incarnation par la voix, cette mise en voix. Les accents, c'est le lien un petit peu avec ce que je disais tout à l'heure sur la présence de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux, justement sur ces accents. Les accents, ils sont vraiment scrutés. Alors, je prends un exemple récent, mais sur, par exemple, The Crown, la série The Crown, qui met évidemment en scène des personnages historiques, réels, puisqu'il s'agit de la famille royale d'Angleterre. Les accents qui ont été joués par les acteurs, je pense notamment à Gillian Anderson, qui est américaine au départ, et qui donc joue Margaret Thatcher dans une des dernières saisons de The Crown, bien son accent a été véritablement scruté en fonction un petit peu des enregistrements qu'on peut avoir de la vraie Margaret Thatcher. Pour d'autres exemples, dans la série, une série connue pour son contenu accentuel, entre guillemets, c'est la série The Wire, donc sur écoute en français, donc qui se passe à Baltimore. Et les accents dans la série The Wire ont été justement salués par une majorité de gens comme fidèles au parler caractéristique de Baltimore. Ce qui est intéressant, c'est que cet accent de Baltimore, il a été aussi utilisé dans d'autres séries à des fins différentes et donc avec une réception aussi différente de la part du public. Par exemple, Kathy Bates, dans un épisode de American Horror Story, a dit que pour son personnage, elle s'était inspirée, par exemple, de l'accent de Baltimore. Ou dans un épisode de 30 Rock, la série 30 Rock, Elizabeth Banks, elle, se livre à une parodie de l'accent de Baltimore. Donc, on voit qu'il y a un vrai défi pour la linguistique avec ces enjeux linguistiques dans les séries télé, parce qu'il y a vraiment des ambitions différentes avec l'utilisation des accents. J'y reviendrai, le côté authentique, ou alors au contraire l'inspiration, ou encore au contraire la moquerie un petit peu, c'est-à-dire la parodie. Et donc, ça fait que définir un petit peu cette langue qu'on a dans les séries et ces accents qu'on a dans les séries, ça implique en fait de définir quelque part une discipline à part. Et donc, c'est un petit peu ce qui se passe. Souvent, le langage, la langue dans les séries, plus largement dans les productions audiovisuelles, on va voir qu'il y a aussi des liens avec le cinéma, les films, c'est ce qu'on appelle de la ficto-linguistique. Donc, voilà, s'intéresser à une langue qui n'est pas purement réelle. C'est aussi pour ce qui est vraiment des accents, et donc ce que je fais, ce qu'on appelle souvent de la phonostylistique. Donc, du coup, comment la prononciation est utilisée comme style, pour dire quelque chose de plus que ce qui est véritablement dit avec les mots. Donc, c'est une discipline à part entière au croisement d'autres, on va y revenir, donc la sociolinguistique, la dialectologie, la psycholinguistique aussi. Et voilà, et on va voir que, c'est justement ce qu'on va voir ensemble, mais que les accents font concrètement plein de choses aux séries télé, et que les séries télé font aussi des choses aux accents dans la vraie vie. Cécile Violin, j'aimerais aussi voir, on en entend parler, vous l'avez dit, que ce soit chez les acteurs eux-mêmes, chez les showrunners, mais surtout chez les téléspectateurs et chez les fans, notamment, on a fait des émissions dessus, dans tout ce qui est communauté de fans. On parle aujourd'hui d'un vrai intérêt pour les accents, pour une certaine réalité de l'accent. Alors, j'ai l'impression que c'est tout récent, Cécile, ou alors peut-être que je me trompe, et vous, en tant que là-dessus spécialiste de linguistique, vous allez me dire, c'est quelque chose, non Nicolas, c'est quelque chose de très ancien. Qu'est-ce qu'il en est alors de cet intérêt pour les accents ? Alors, la réponse, c'est un peu des deux.
Donc, c'est à la fois des choses récentes à noter, un changement un petit peu récent à noter, et dans le même temps, évidemment, quelque chose auquel on s'intéresse un petit peu depuis toujours. Alors, le premier élément, c'est que il faut distinguer en effet ce qui se passe au niveau des séries, hein, c'est-à-dire ceux qui les font, donc les showrunners, les acteurs, et puis, donc, comme vous le disiez, les communautés de fans, hein, les spectateurs, et puis ce qui se passe au sein de la communauté des chercheurs. Et évidemment, il y a toujours un décalage entre le moment de ce qui se passe, de l'événement en quelque sorte, et puis le moment de l'analyse qui peut en être faite par les chercheurs, puisqu'évidemment, l'analyse requiert un petit peu de perspective, de distance et donc de temps. Alors, pour revenir à l'idée que les accents, finalement, et la voix, hein, au sens plus général, c'est quelque chose auquel on s'intéresse depuis longtemps, évidemment, hein, au moment où le cinéma, globalement, est devenu parlant, l'intérêt pour la voix, évidemment, s'est développé. Et en ça, il y a eu un parallèle hein, avec le théâtre. Évidemment, avec une scène et un public qui sont nécessairement différents. Mais bon, à partir de ce moment-là, hein, globalement, on peut dire qu'il y a eu un intérêt pour la voix et donc pour les accents. Mais au théâtre, comme au cinéma, comme dans les séries télévisées, il y a eu une évolution et donc des traditions et des ambitions différentes qui sont mises en place, alors, une mini-série, pour le coup, que je trouve intéressante à ce niveau-là, c'est la mini-série Hollywood de Ryan Murphy, hein, qui est sortie sur Netflix en 2020 et qui renvoie à l'âge d'or, justement, hollywoodien et qui met en scène, justement, l'accent typique de cette période-là, qu'on appelle l'accent mid-Atlantic, donc l'accent mid-atlantique, hein, qui renvoie un peu à cette idée qu'on est jeté au milieu de l'Atlantique, donc entre évidemment le Royaume-Uni et puis l'Amérique du Nord, et qui est donc en fait une sorte d'accent hybride, justement, entre un accent anglais et un accent américain, et qui a été utilisé énormément à cette époque-là, hein, au début, hein, finalement, l'âge d'or hein, du cinéma hollywoodien, par de nombreux acteurs vraiment connus, hein, comme Bette Davis, Katharine Hepburn, plus récemment Christopher Plummer, même si d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'il a évolué hein, au fur et à mesure de sa carrière, et qui renvoie à une forme, donc la présence hein, d'une influence anglaise dans cet accent renvoie à un certain prestige et à une sorte d'héritage du théâtre avec une sorte de surarticulation, etc. Et puis, ce qu'on note, c'est un tournant majeur hein, dans les années 90, notamment avec l'avènement d'HBO. On a eu ce qu'on appelle, ce qui est appelé parfois la révolution de l'authenticité et puis du politiquement incorrect. Donc, c'est-à-dire le fait qu'on puisse à la télévision mettre de la nudité, de la vulgarité et aussi de la diversité, hein, notamment dialectale, accentuelle. Voilà. Alors, quelques petits exemples hein, à différents niveaux, mais par exemple 1998, Sex and the City, on a cette vie de 4 femmes qui est décortiquée sans tabou, entre guillemets, notamment au niveau du sexe, etc. Deadwood en 2004, on a violence, vulgarité, nudité hein, dans cette histoire qui retrace un petit peu l'installation aux États-Unis. Et puis Game of Thrones en 2011, hein, qui a été justement beaucoup commenté pour tous ces enjeux de nudité, de violence, notamment envers les femmes. Et alors, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, on a une sorte de paradoxe hein, dans cette notion de politiquement incorrect et de révolution un petit peu à ce moment-là. Parce que comme ça introduit de la diversité hein, au départ, et donc une dimension d'incorrect parce que quelque chose de minoritaire est finalement représenté, hein, montré de manière plus large, finalement, ce qui est intéressant à voir, c'est que cette inclusion, cette diversité, ça devient une sorte d'attendu
par la suite, une sorte de sine qua non. Et donc, finalement, au départ de quelque chose d'incorrect, parce que moins dans les normes, moins conventionnel, devient quelque chose de correct parce que devient une forme de norme et d'attendu. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant à discuter. Et d'ailleurs, voilà, il y a pas mal d'articles qui ont pointé du doigt ces éléments-là. Quand on pense à une série comme Mad Men, par exemple, donc, qui est une série qui retrace un petit peu l'évolution d'une agence publicitaire à New York entre les années 60 et les années 70, cette série a été critiquée comme conservatrice et non diverse, alors même que l'objet en lui-même, donc cette agence publicitaire dans les années 60 et 70, requiert cette non-diversité, entre guillemets, pour être authentique, puisque, évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de diversité, c'était des hommes blancs, majoritairement, exclusivement, dans cette agence publicitaire. On voit que, du coup, il y a un petit peu un changement là-dessus. Par exemple, si on regarde ne serait-ce la page d'accueil du site HBO, on voit qu'il y a une mise en avant de projets majoritairement ou même exclusivement féminins, issus de l'immigration, etc. Donc, par exemple, voilà, sur la page d'accueil d'HBO, on a cet appel, Celebrating Black Voices, donc le fait de célébrer les voix noires, avec la mise en avant d'une série comme I May Destroy You, où évidemment le cast et notamment le personnage principal est African American, comme on appelle aux États-Unis. Donc il y a une forme de retournement qui est intéressant ici. Et du coup, ça me fait réfléchir un petit peu à ce qui se passe au niveau des accents, parce que même si on a une diversité des accents qui peut être un petit peu développée grâce à cette révolution un petit peu de l'authenticité, etc., souvent on va voir en fait que les accents restent assignés à des stéréotypes. Donc, par exemple, ce qu'on appelle la voix craquée, alors ce qui fait tout de suite penser à un personnage très public comme Kim Kardashian, donc cette voix un petit peu comme ça, etc., qui a cette qualité un petit peu particulière, donc on appelle voix craquée. C'est une voix qui est utilisée, par exemple, dans une série comme Parks and Recreation, pour des personnages comme April et Jennifer, qui sont des personnages dont on va faire ressortir justement le côté superficiel, etc. C'est aussi un type de voix qui est utilisé par le personnage de Gina Linetti dans la série Brooklyn Nine-Nine. Pareil, pour faire ressortir une image assez superficielle en dehors du contexte professionnel, qui est en plus celui d'un commissariat à Brooklyn. Donc là, je renvoie aux travaux de Pierre Abasque et d'Anaïs Lefebvre-Berthelot sur la représentation des accents et des voix des femmes. Voilà, travaux qui mettent en lumière une forme de misogynie, etc., versus une véritable diversité des accents et des prononciations, montrées dans toute leur complexité et leur incohérence, quelque chose qui serait vraiment novateur et véritablement authentique. J'y reviendrai. Juste un dernier exemple pour aller dans ce sens-là de pourquoi récemment, là, on parle plus des accents et d'une manière un petit peu différente. C'est l'histoire là qui s'est produite vraiment récemment, il y a quelques mois à peine, donc d'une affaire d'appropriation culturelle par l'actrice Awkwafina, qui est une actrice américaine d'origine asiatique, donc actrice qui a joué dans des gros blockbusters comme Crazy Rich Asians, comme dans Shang-Chi et La Légende des 10 Anneaux, et qui a été accusée de racisme parce qu'elle utilise des caractéristiques d'un accent qu'on appelle le African American Vernacular English, et qui est donc l'accent caractéristique de la communauté afro-américaine aux États-Unis. Et donc, on l'a accusée de ce qu'on appelle le black accent, l'accent black, si je traduis littéralement, qui est donc une sorte d'appropriation des caractéristiques de l'accent afro-américain.
Alors, moi, ce genre d'anecdote, c'est pas une anecdote, mais en tout cas, ce genre d'événement, justement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur un petit peu le moment de l'événement et puis le moment où des chercheurs, des experts peuvent s'en saisir, il montre un peu une dualité que je trouve intéressante, c'est-à-dire que tout le monde utilise le langage, et quand on est natif d'une langue, on a un sens un peu inné de comment elle fonctionne, de comment l'utiliser dans tel ou tel contexte, etc. Donc, cette idée qu'on est tous un petit peu bilingues au départ dans notre propre langue, parce qu'on est capable de maîtriser différents registres et d'avoir un accent d'ailleurs plus ou moins standard ou plus ou moins marqué selon avec qui on parle. Et dans le même temps, ce cas, pour moi, là, d'accusation d'appropriation culturelle fait montre d'une incompréhension fondamentale de ce qu'est la langue et de ce que peut être un accent et de comment elle évolue. Parce que finalement, ont été mis en lumière depuis longtemps les mécanismes qui permettent à certaines caractéristiques d'un accent de se développer dans d'autres communautés que celles qui l'utilisent au départ. Donc ça, je renvoie aux travaux d'un sociolinguiste vraiment fondamental, William Labov, sociolinguiste américain. Et ses premiers travaux sur l'évolution de l'accent new-yorkais dans les années 60, et notamment sur aussi l'accent de la communauté noire américaine, ont mis vraiment en avant cette idée que le langage, c'est un objet mouvant. Et donc, les accents, évidemment, aussi, c'est un objet à la fois personnel et collectif. Et son évolution se fait généralement par la diffusion de caractéristiques initialement restreintes à une communauté. Là, on a l'exemple de la communauté noire américaine, afro-américaine, sur un territoire et donc à une population plus large. Et c'est aussi cette idée que tout le monde n'est pas conscient de la manière dont il s'exprime, d'accord. Tout le monde au sens basique du terme, quand on parle au quotidien, on s'enregistre pas pour se réécouter et s'auto-diagnostiquer. Donc finalement, le débat là sur l'appropriation culturelle, qui est un vrai débat aux États-Unis très prégnant pour reconnaître évidemment la contribution, notamment par exemple de la communauté afro-américaine à la culture américaine au sens large, on voit que ce débat il se diffuse aux enjeux linguistiques. Et que quand il se diffuse aux enjeux linguistiques et notamment à l'accent, aux enjeux d'accent, ça devient complexe et problématique parce que de nombreux locuteurs n'ont tout simplement pas conscience de l'utilisation qu'ils font de certains traits de prononciation. Et il devient compliqué de mettre des barrières entre ce qu'il est acceptable d'adopter comme trait de prononciation et ce qui est off-limits, pour reprendre justement une expression utilisée dans cet article-là sur cette actrice Awkwafina, à quelque chose d'immatériel comme le langage. Et donc, même si l'intérêt pour les accents, il a toujours été là, avec les réseaux sociaux maintenant, il y a vraiment un partage immédiat d'opinions que je qualifierais entre guillemets de païennes, c'est-à-dire vraiment d'opinions communes qui ne sont pas rattachées évidemment à une idéologie ou un appareil théorique, comme ce que je peux essayer de faire aujourd'hui. Et donc, évidemment, ça encourage justement les experts, les linguistes, etc., qui ont cet appareil théorique à s'emparer de ces enjeux pour expliquer un petit peu ces réactions, les analyser et définir pourquoi. Donc, si je résume, on n'a pas un enjeu soudain ou nouveau dans l'absolu pour les accents, mais il y a plus d'écho et de répercussions, notamment politiques et sociétales, sur la manière dont les accents sont utilisés. Il y a plus d'attention prêtée en amont à comment les accents sont utilisés dans les séries et plus de commentaires en aval sur comment ces accents ont été performés, entre guillemets, comment ils ont été joués. Donc ça revient à mon commentaire un petit peu tout à l'heure avec The Crown, cette idée qu'il y a vraiment les accents, les performances linguistiques sont scrutées, sont commentées, sont évaluées. Cécile Violin, cette question qu'on essaie de débattre depuis le début autour des accents, on a perçu une évolution là-dessus. Est-ce qu'elle est globale, finalement, cette évolution vers une plus grande authenticité? Et donc, est-ce que là-dessus, les acteurs et les actrices, ils cherchent peut-être une plus grande authenticité dans leur performance? Ou est-ce que cette évolution, finalement, elle est peut-être plus caractéristique, plus mise en avant dans les différents accents qu'on pourrait avoir dans le
le monde anglophone. Alors justement, la deuxième partie de ma question, ça serait justement en France aussi, et je pense que vous l'entendez, il y a différents accents. Qu'est-ce que ça serait sur les séries francophones? Ouais. Alors, oui, oui, bien sûr, ayant fait ma thèse à Toulouse, ça a été évidemment une expérience aussi des accents en France. Et donc, vous le dites très bien, mais oui, des accents, en fait, il y en a partout, hein, c'est le principe des accents. Là, enfin, la manière très, très rapide, hein, de répondre à votre question, c'est que, en effet, il y a une tradition et un constat différent entre ce qui se passe dans le monde anglophone et ce qui se passe dans le monde francophone, et en particulier en France. Et d'ailleurs, l'anecdote que je relatais juste avant montre qu'il y a une attention, hein, à justement des enjeux de discrimination par l'accent, etc., d'appropriation culturelle, qui sont beaucoup plus forts aux États-Unis ou dans le monde anglophone, hein, plus généralement, mais quand même particulièrement aux États-Unis, par rapport à ce qui peut se passer en France, tout simplement parce qu'il y a des choix qui sont faits en termes d'accent qui sont très différents. Alors, pour revenir un petit peu à cette évolution et cette révolution de l'authenticité là, que j'ai mentionnée tout à l'heure, bon, aux États-Unis, c'est clair qu'il y a une tradition, hein, qui remonte. Alors, dans plusieurs travaux, on nomme Meryl Streep, hein, comme un peu un tournant, hein, comme marquant un petit peu un tournant avec le film donc, Le Choix de Sophie, où Meryl Streep incarne un accent polonais, enfin joue un accent polonais, et donc maintenant elle est considérée comme à l'avant-garde, hein, comme ayant été à l'avant-garde d'une tendance vers justement la performance de plus en plus recherchée, raffinée d'accent, du coup c'est quelque chose qui est mis en avant, justement, on le voit au moment des Oscars, etc., des récompenses, hein, donc j'y reviendrai pour vraiment cette notion d'évaluation. Donc, toujours la même Meryl Streep, hein, saluée par exemple pour son accent de Margaret Thatcher, hein, son incarnation et donc sa prononciation aussi dans The Iron Lady. Daniel Day-Lewis, hein, qui est un acteur qui est consacré notamment pour la manière dont il incarne ses personnages, et qui a été salué puisque acteur britannique au départ, ayant incarné une figure ultra importante, hein, dans l'histoire américaine, à savoir Abraham Lincoln, qui a été salué lui aussi, hein, pour la manière dont il a incarné. Leonardo DiCaprio, salué lui aussi, hein, pour de nombreuses performances accentuelles, hein, si on peut le dire comme ça, dans Blood Diamond, où il fait un accent proche de l'accent sud-africain, disons ça, et puis dans The Departed, hein, de Martin Scorsese, où il incarne un policier de Boston, et donc avec un accent bostonien distinctif. Alors, ce qu'ont en commun une partie de ces acteurs, c'est d'être ce qu'on appelle des acteurs qui font du method acting, hein, donc qui utilisent ce qu'on appelle généralement la méthode, et qui est donc de vraiment avoir cette incarnation très, très profonde, hein, une performance où vraiment il y a une identification, hein, avec le personnage, et qui donc ont raffiné l'art, hein, de l'incarnation jusque dans la voix et dans l'accent. Alors, dans le monde anglophone, il y a de toute façon une tradition, hein, de représenter des accents divers qui est beaucoup plus grande que ce qu'on peut avoir en France et dans le monde francophone. On a énormément de séries locales. Donc, par exemple, comme EastEnders, qui est une série qui dure depuis 1985, hein, il faut le noter, sur BBC One, qui est située dans l'Est de Londres, dans un quartier fictif de l'Est de Londres. Pareil, Coronation Street, qui, elle, date depuis 1960, voilà, absolument récurrente, qui se passe à Manchester. Gavin et Stacey, qui mettent en scène deux familles, une qui vient de la région de l'Essex et une de Galles du Sud. Mais on a aussi ça plus largement dans le Commonwealth, hein, avec Neighbours, qui est la série récurrente locale en Australie, et puis Shortland Street, hein, qui est une institution aussi en Nouvelle-Zélande. Aux États-Unis, on a des séries qui sont situées, hein, dans des régions qui ont des accents et des dialectes distinctifs. Par exemple, dans le sud, hein, dans les États du sud des États-Unis, là où de nombreuses séries sont généralement situées dans des grands centres urbains, hein, comme Chicago, New York, etc.
On pense par exemple à la série Treme sur HBO, la série True Detective qui se passe beaucoup dans le sud des États-Unis, et puis Fargo, l'adaptation en série d'un film au départ, et qui se passe dans le Minnesota et le Dakota du Sud. Avec la fantasy, donc avec l'avènement de la fantasy, on a aussi une variété d'accents qui sont mis au service de super productions qui mettent en scène des univers énormes et fantastiques comme évidemment Game of Thrones, mais aussi plus récemment The Witcher, par exemple. Voilà, donc on voit que dans le monde anglophone, les accents sont mis en avant dans divers projets. Et puis, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que l'accent français, lui aussi, est utilisé et exploité dans le monde anglophone, dans des séries. Donc, on a beaucoup d'acteurs francophones qui sont appelés à jouer l'accent français dans des séries internationales. Donc, on pense par exemple à Tahar Rahim dans Le Serpent, récemment. Sami Outalbali, très connu maintenant parce qu'il joue Rahim, ce personnage français, dans Sex Education, qui est une série qui cartonne sur Netflix. Et puis, moins récemment, mais Clémence Poésy, actrice quand même de premier plan en France, qui a joué dans Gossip Girl quand il y a eu une saison de la série qui se passait, une partie de la saison qui se passait à Paris. Alors en France, on a beaucoup moins cette tradition. Si on regarde des séries entre guillemets à succès ou des séries qu'on pourrait qualifier de locales, si on essaye de comparer, si on prend par exemple Plus belle la vie, qui, je rappelle, est censé se passer à Marseille, finalement, dans Plus belle la vie, on a très peu d'accent marseillais. On a une énorme majorité d'accents standards. De même pour Sous le soleil à l'époque, qui se passe à Saint-Tropez, donc pareil dans une région du sud-est, riche en accents divers et où finalement l'ensemble des personnages a des accents standards. Donc plus récemment, dans une série comme Marseille, qui porte bien son nom, s'il en est, finalement on a une minorité d'accents marseillais, et quand on a des accents marseillais, c'est toujours chez des personnages évalués négativement, d'accord, avec des connotations généralement négatives. Une autre série comme Mafiosa, qui se passe en Corse, et là encore, très peu d'accent corse, et surtout pas chez les personnages principaux. Un petit dernier exemple, si on pense à un énorme succès récent d'une série française, HPI, donc Haut potentiel intellectuel, le plus gros succès d'une série diffusée sur TF1 l'année dernière, ça se passe à Lille. Donc là encore, une région riche d'accents non standards, non parisiens. Et finalement, ce qui prévaut, c'est un accent standard, justement, parisien, là où il y avait vraiment des possibilités, et surtout qu'on est en plus dans une coproduction franco-belge. Bon, si on pense à vraiment énormément des séries de premier plan, Le Bureau des légendes, 10% Engrenage, alors évidemment, qui se passe pour celle-là beaucoup à Paris, certes, mais tout le monde à Paris n'a pas forcément un accent standard, et en tout cas, ce qui est retenu, ce sont des accents standards. Et en plus, ce qu'il faut noter, c'est qu'en France, on a très peu d'accès à des séries qui viennent de la francophonie au sens plus large, par exemple à des séries québécoises ou à des séries des Outre-mer. Or, il y a des énormes succès de séries justement québécoises ou de séries des Outre-mer. Si on passe un format comme Un gars, une fille, que tout le monde connaît, c'est un concept québécois au départ, et il a été adapté, pour ainsi dire, traduit entre guillemets, au contexte français métropolitain, notamment parce que pour le public français de France, il a été jugé que l'accent québécois serait inaccessible. Donc ça, c'est assez intéressant, assez symptomatique aussi. Une série, enfin, que je voulais mentionner, c'est Validé, qui est une série qui, elle, montre une forme de diversité un petit peu différente, puisqu'on a en effet des accents non standards, mais au sens d'accents non pas reliés à une zone géographique, entre guillemets, mais plutôt liés à un statut social, puisqu'on a des accents issus de la banlieue. Donc, qui vont plutôt amener une diversité au sens multiculturel, au sens social du terme.
Et donc, finalement, le constat, hein, c'est qu'on a une vraie centralisation en France au niveau des accents, donc vraiment une vraie primauté de l'accent standard, là où dans le monde anglophone, on a énormément d'identités régionales diverses qui peuvent être mises en avant dans les séries télé. Donc, si on compare un Meryl Streep par rapport à, par exemple, un équivalent français, entre guillemets, qui pourrait être Catherine Deneuve, c'est intéressant de constater que Catherine Deneuve a globalement fait toute sa carrière entière, sans jamais jouer globalement d'accent, à part justement jouer son propre accent français dans une série Nip Tuck, une série américaine, où elle jouait un accent français. Donc c'est assez intéressant. Autre chose qu'il faut noter, c'est qu'en France, malgré tout, il y a un accès aux accents non standards, aux accents justement notamment régionaux. Tout à l'heure, on parlait de Marseille, on a aussi parlé de Lille. Il est intéressant de noter que ces accents, ils sont souvent présents plutôt dans les programmes de télé-réalité, comme les Marseillais contre le reste du monde, les Marseillais à Ibiza, les Ch'tis contre les Marseillais, etc. Mais là, évidemment, avec plutôt un a priori comique de mise en avant de ces identités et de ces accents, plutôt que dans une dimension absolument d'authenticité, comme ce terme d'authenticité peut être envisagé dans le cadre d'une série. Donc, on a vraiment, à mon sens en tout cas, une diversité qui est très différente sur les écrans francophones et anglophones, et donc une vision différente de l'authenticité à ce niveau-là, au niveau des accents. Voilà, donc il me semble avoir fait déjà un tour, un peu avoir présenté un panorama de pas mal d'enjeux qui touchent donc à cette question des accents dans les séries télé, afin de contextualiser un peu cette envie de présenter des numéros thématiques dédiés à cette question. J'espère avoir déjà vraiment défini un petit peu ce qu'est cette mise en voix, cette mise en son, ce focus sur la prononciation parmi les nombreux enjeux, ce qu'on sait être maintenant un petit peu les nombreux enjeux linguistiques qui peuvent utiliser les séries télé comme support. Pourquoi on peut avoir cette impression légitime qu'on parle des accents, qu'on parle plus des accents maintenant, ou peut-être plus souvent, ou même en des termes différents qu'avant. Et puis évidemment cette opportunité de comparer ce qui se passe dans le monde anglophone et ce qui se passe dans le monde francophone, et même plutôt dans le monde français particulièrement. Et ce que j'espère va titiller un petit peu la curiosité de celles et ceux qui nous écoutent, puisqu'on voit bien que ce soit dans la version originale des séries télé, notamment en anglais, ou dans la version doublée en français, on a des choix qui sont faits, des choix rationnels, motivés, souvent idéologiques, on y reviendra, soit par la saillance justement de l'accent et de l'identité qui est liée, soit justement par le gommage et l'effacement de cette identité, de cet accent. J'en parlais en réponse à la première question que vous m'avez posée avec cet exemple de Big Bang Theory, mais évidemment, s'il y en a parmi ceux et celles qui nous écoutent qui regardent justement les séries télé en version doublée en français, eh bien, ils n'échappent pas finalement à la charge idéologique et symbolique des choix qui sont faits justement par la mise en voix dans une autre langue que la langue originale. Et donc j'imagine que c'est pour ça que l'expression to be continued, la suite au prochain épisode, n'a jamais été aussi pertinente, puisque je vais m'arrêter là pour l'instant, et il faudra donc revenir pour qu'on voit précisément ce que font les accents pour les séries, et puis en retour vice-versa, ce que font les séries sur les accents pour les accents dans la vraie vie.
Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel not just to clean. Such a beautiful planet, populated by a stranger.